C'est quoi ma limite de temps encore, là? Faut que je regarde pour essayer de- 4h43 minutes. Exactement. Non, c'est ok, à peu près, je sais pas, là, 40 minutes, si tu veux, là. Une demi-heure, 40 minutes. Là. OK. All right. Si je parle trop, vous me direz de me taire. Ça va être intéressant, ça va être OK. Parfait, donc bienvenue tout le monde, merci pour être là. Donc, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, en fait, c'est le deuxième article de ma thèse de doctorat, qui est une thèse par article. Je suis en processus d'étude de terminer la rédaction du troisième article. Donc, je vais en parler un petit peu quand je touche ma conclusion. Donc, comme Jérémy a dit, c'est sur le tinkering au cœur du processus de résolution de problèmes dans le contexte de fabrication numérique à l'école. Puis, vous pouvez voir dans les photos plusieurs jeunes qui sont en train de travailler sur des projets de fabrication numérique. Donc, j'écris cet article-là en collaboration avec mon directeur de thèse, Michel Légère. Donc, juste pour prendre un petit peu du contexte, donc dans la vie de tous les jours, les technologies font de plus en plus partie de toutes les sphères de notre vie, tant que ce soit au niveau personnel que au niveau professionnel. Puis ça qu'on s'aperçoit, c'est la disponibilité des technologies est en train d'augmenter, puis la place du numérique fait juste grandir de plus en plus. Donc, on peut vraiment pas négliger la présence de la technologie dans la société. Puis l'émergence constante de toutes ces nouvelles technologies, mais ça nous donne l'occasion d'adopter une vision de l'éducation qui est de plus en plus innovante. Donc, on peut amener nos écoles à être de plus en plus numériques et intégrer des espaces comme les laboratoires de fabrication numérique pour permettre un milieu qui est un petit peu plus innovant. De plus, les compétences du 21e siècle sont dites comme étant essentielles pour fonctionner dans un monde connecté. Donc, c'est quoi les compétences du 21e siècle? Mais on parle de la collaboration, on parle de la communication, de la résolution de problèmes, la pensée critique, la créativité. Donc, on parle de ces compétences-là qu'on dit qui sont essentielles dans la société d'aujourd'hui pour bien fonctionner. Donc, on voit que réussir sur le plan académique, c'est pas suffisant. Donc, les jeunes sortent de l'école, ils peuvent avoir toutes les compétences du point de vue académique. Donc, ils font bien dans tous leurs cours à l'école, tout va bien, mais s'ils n'ont pas ces compétences-là du 21e siècle, ils vont avoir de la difficulté au marché du travail. Donc, les employeurs nous disent même que la résolution de problèmes, entre autres, est jugée comme étant indispensable pour le marché du travail. Donc, même si les personnes qui sortent de l'école ont les compétences académiques, s'ils ne peuvent pas résoudre les problèmes, ils vont avoir de la difficulté. Surtout quand on parle des problèmes en environnement riche en technologie. Puisque notre société est de plus en plus numérique, que le monde, dans le marché du travail, ne vont pas avoir le choix de faire face à des problèmes qui sont dans un environnement qui est numérique. Puis s'ils n'ont pas ces habiletés-là, ils vont avoir des difficultés. Donc, si on regarde notre problématique, si on regarde au contexte de l'éducation, mais la résolution de problèmes est un élément qui est important dans nos programmes d'études. Puis c'est pas seulement au niveau Brunswick, on voit ça aussi dans les programmes d'études au Québec et ailleurs au Canada. Donc, ça fait partie d'un de nos principes didactiques. Cependant, si on regarde le programme pour l'évaluation internationale des compétences, ils disent que les jeunes démontrent un manque de compétences au niveau de la résolution de problèmes dans les environnements riches en technologie. Pourquoi? Mais des choses qui peuvent expliquer ça, c'est que l'école traditionnelle demeure encore la norme. Que plusieurs écoles sont encore en train d'ignorer ce virage numérique-là. Puis si ça continue, mais il va y avoir de plus en plus un écart entre ça que l'école est en train de fournir pour les jeunes, puis ça que la société a besoin quand nos jeunes graduent. Donc, on a un petit peu ce déclic-là qui se passe entre ça qui se passe dans la société et ça qui se passe dans nos écoles. Mais cependant, si on regarde nos programmes d'études, ça dit que la résolution de problèmes devrait être développée. Mais si on néglige le contexte numérique à l'école, c'est difficile de développer cette compétence-là, puisque dans la vie de tous les jours, la résolution de problèmes est présente dans le contexte numérique. Donc, ça qu'on se demande, mais comment est-ce qu'un milieu scolaire qui serait plus numérique pourrait aider le développement de la résolution de problèmes? Depuis les dernières années, on voit de plus en plus la croissance de ce qu'on appelle le maker movement. Donc, si je traduirais ça en français, ce serait plus le mouvement de fabrication. Donc, ce que les jeunes sont en train de fabriquer. Et avec ça, on voit l'apparition des environnements connus sous le nom de Makerspace ou de Fab Labs. Donc, on voit ces environnements-là apparaître partout à travers le Canada, partout à travers les États-Unis. Donc, les environnements peuvent différer d'une région à l'autre, d'une province à l'autre, de même d'une école à l'autre. On peut les retrouver sous différents noms. Il y a quelques différences quand on arrive aux différents termes. Donc, Fab Lab, c'est vraiment un lieu où la fabrication va être numérique.
Par contre, tu peux pas juste développer un de ces environnements-là puis dire que c'est un Fab Lab. Il faut que ça soit construit sous la charte des Fab Labs. Tandis que Makerspace, c'est pas mal le thème général qu'on va toujours trouver, mais l'aspect numérique n'est pas obligé d'être là. Donc, on va définir un Makerspace comme un espace où les étudiants vont créer des projets de passion, créer des prototypes, des inventions. Ils vont apprendre des nouvelles compétences en fonction de leurs intérêts grâce à la collaboration, le bricolage, puis la création de différents projets ensemble. Donc, c'est vraiment ça le type d'environnement qu'on va voir. Et de plus en plus, ces environnements-là sont numériques. Par contre, ce n'est pas un requis qu'un makerspace soit numérique. Puisque, pour ma recherche, je m'intéresse surtout au numérique, je vais souvent utiliser le terme de laboratoire de fabrication numérique. Puisque je ne peux pas utiliser exactement le terme Fab Lab parce que nos laboratoires ne sont pas inscrits sous la charte de Fab Lab. Mais juste utiliser Makerspace, ça serait un petit peu trop large. Donc, juste pour montrer que je me concentre sur l'aspect numérique, j'utilise labo de fabrication numérique. Donc, au Nouveau-Brunswick, on a ces espaces-là, donc c'est Makerspace, qu'on appelle ici labo créatif. Donc, on a l'organisme de labo créatif qui établit plusieurs Makerspace, surtout dans les écoles. Ça, c'est une chose qui est un petit peu différente aussi. Si on regarde les États-Unis, les Makerspace sont souvent dans les bibliothèques, dans les centres communautaires. Mais avec le Nouveau-Brunswick, on s'aperçoit que beaucoup de ces espaces-là se retrouvent dans nos écoles. Puis on en voit de plus en plus. Donc, dans ces makerspaces-là, les élèves ont la chance de travailler avec plusieurs éléments, majoritairement le numérique, mais encore une fois, ce n'est pas un prérequis. Donc, ça qui est intéressant, c'est que si on regarde plusieurs recherches, ça nous montre que la fabrication numérique peut développer le développement de la résolution de problèmes. Donc, on sait entre autres que ces espaces-là peuvent favoriser le développement de la résolution de problèmes. C'était un des aspects que j'ai mesuré dans le premier article de ma thèse. Donc, je voulais voir quelles compétences du 21e siècle étaient présentes et pouvaient être développées dans les laboratoires de fabrication numérique. Et on s'est aperçu que la résolution de problèmes était hautement développée. Une autre chose qu'on remarque, c'est ce concept-là du tinkering, qui est quand même un nouveau concept. Et même, j'utilise la version anglaise parce que si on le traduit en français, ça devient juste bricolage. Puis tinkering, pour moi, c'est beaucoup plus que juste le bricolage. Donc, je vais regarder le terme tinkering que je vais expliquer plus, qui est un terme quand même assez complexe que je vais parler de dans mon cadre conceptuel. Donc, on voit dans les recherches que le tinkering permet de résoudre des problèmes. Puis le tinkering est aussi présent dans les laboratoires de fabrication numérique. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Par contre, il n'y a pas beaucoup de données qui expliquent, mais c'est quoi la place du tinkering dans le processus de résolution de problèmes lors de la fabrication numérique? Donc, on se dit que c'est présent lors de la fabrication numérique, ça permet de résoudre les problèmes, mais c'est-tu ça que les jeunes vont utiliser pour résoudre les problèmes? On ne sait pas. C'est-tu une des approches principales? C'est-tu juste ça qu'ils font? Il y a vraiment un manque de données qui nous montrent c'est quoi la place du tinkering. Donc, ce qui montre la pertinence des recherches pour mieux améliorer les stratégies pédagogiques de développement de la résolution de problèmes. Donc, on veut vraiment comprendre comment est-ce que les jeunes vont résoudre des problèmes dans ces environnements-là. On sait qu'ils sont en train de résoudre des problèmes dans les labos de fabrication numérique, mais le comment. Donc, si on regarde les recherches, on se dit, mais ça pourrait être le tinkering, ça ferait du sens. Ça dit que c'est une façon de résoudre des problèmes, puis c'est présent dans les laboratoires de fabrication numérique, mais on n'a pas encore assez d'informations pour juger ça. D'où la question que je me posais, mais c'est quoi la place qu'occupe le tinkering dans le processus de résolution de problèmes dans les laboratoires de fabrication numérique? Donc, avant de commencer à regarder ça plus en détail, mais tout d'abord, il faut savoir c'est quoi un problème. Un problème, c'est simplement une situation, un obstacle qui va empêcher quelqu'un d'accomplir un but. Donc, pour être capable de résoudre des problèmes, c'est un processus cognitif complexe. Où il y a une différence entre l'état présent et l'état désiré pour atteindre un objectif, puis il faut que tu ajustes la situation pour être capable d'atteindre ton but. Par contre, la résolution de problèmes, on voit qu'il y a plusieurs différentes dimensions qui vont s'ajouter quand on parle des environnements riches en technologie. Donc, on sait avec l'arrivée des technologies, ça nous donne une ressource de plus pour nous aider à résoudre des problèmes. Par contre, ça peut causer plus de problèmes aussi. Donc, on sait quand on fait des choses avec les technologies, il y a des grosses chances qu'il y a quelque chose qui va mal aller, que vous allez avoir des problèmes, puis là, c'est comment est-ce qu'on va les résoudre. Donc, il y a 3 différents types de problèmes qu'on peut retrouver dans les environnements qui sont riches en technologie. Soit des problèmes où la technologie est la cause du problème. Donc, pensez sur les médias sociaux, d'être capable d'évaluer de façon critique l'information. Dans l'ancien temps,
On avait nos livres, on gardait ça, le livre a été publié, on a notre information, on sait que c'est fidèle à ça avec les technologies, puis l'information qui se propage partout. Puis on voit toute l'information qui est pas factuelle, qui se propage, puis le monde croit ça, donc la pensée critique est plus là, mais ça, c'est tout en cause de la technologie. Donc, les réseaux sociaux aident vraiment à élargir cette problématique-là. Il y a des problèmes où la technologie, ou la solution, donc pour résoudre ce problème-là, on a besoin des technologies. Donc, tu vas avoir un problème, comment est-ce qu'on va résoudre ça? Mais on peut aller en ligne, on peut utiliser différents matériels technologiques pour être capable de résoudre le problème. Et il y a des problèmes qui sont associés à la manipulation d'outils numériques. Par contre, tu es en train d'utiliser l'imprimante 3D, puis il y a quelque chose qui va mal. Je suis obligé d'aller résoudre ce problème-là. Donc, ça, c'est les 3 types de problèmes qu'on va retrouver dans les environnements riches en technologie. Donc, on voit qu'il y a plusieurs problèmes qui peuvent se causer, mais aussi, on a différentes ressources pour nous aider à résoudre ces problèmes-là. Donc, quand on parle de résolution de problèmes dans les laboratoires de fabrication numérique, on peut voir la résolution de problèmes de 2 façons. Soit sur un problème de grande envergure ou sous forme de processus. Donc, souvent, quand on rentre dans un labo de fabrication numérique, dépendant de comment est-ce que l'enseignant va gérer son labo, souvent, on va dire aux élèves, choisissez un problème qui vous touche, un problème sociétal que vous allez devoir résoudre. Donc, un gros problème que l'objectif de leur projet, ça va être de résoudre ce problème-là. Donc, par exemple, j'ai vu des jeunes qui disaient, ah, mais moi, je trouve que on fait tellement pas des bonnes choses pour l'environnement dernièrement, donc moi, je vais aller faire un système hydroponique puis aquaponique pour aller filtrer l'eau puis nourrir les poissons puis faire grandir les plantes tout de moi-même pour aider l'environnement. Donc, ils ont parti d'un gros problème général au niveau de l'environnement pour bâtir leur problème. Mais on peut aussi voir la résolution de problèmes sous forme de processus comme tel. Donc, tu es en train de faire ton projet, tu es en train de faire plusieurs choses, puis là, whoop, il y a un problème qui arrive qu'il faut que je résolde. C'est ça qui m'intéresse plus. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites sur comment résoudre un problème général qu'on veut aller résoudre. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe si pendant ton processus de fabrication, il y a un problème qui arrive. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que les jeunes vont procéder pour résoudre ce problème-là? Les démarches vont souvent être différentes que quand tu as un problème général que tu veux résoudre ou ce que tu vas faire un plan, tu vas faire toutes tes étapes à résoudre. Mais quand tu as un problème qui se passe en cours de route, qu'est-ce que tu vas faire? Mais on a besoin d'approfondissement sur ce sujet-là de la résolution de problèmes en contexte numérique. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'études qui ont été faites à ce niveau-là. Puis si je regarde tous les modèles de résolution de problèmes en environnement riche en technologie qui existent, il n'y en a pas vraiment qui parlent de ce contexte-là de fabrication numérique. Ça parle des environnements riches en technologie comme tels, mais on ne se concentre pas particulièrement sur la fabrication numérique. Donc, est-ce qu'il y a des différences qui peuvent se produire au niveau de cette fabrication numérique-là? Donc, moi, ce qui m'intéressait à aller explorer un petit peu plus, c'était le tinkering. Donc, le tinkering qui est un concept qui est encore pas très bien compris. Plusieurs auteurs disent qu'ils ne connaissent pas encore la différence entre la fabrication et le tinkering. Puis, tu peux aller voir plusieurs différents articles, puis tu vas trouver plusieurs différentes définitions. Souvent, on va dire, mais la fabrication, tu as un produit final en tête. Tu sais ce que tu vas faire, tu as ton produit final, tu vas tout planifier comment est-ce que tu vas arriver à ce produit-là. Tandis que le tinkering, plusieurs vont dire, mais c'est le contraire de la planification. Tu vas juste essayer plein de choses, puis tu vas te faire guider par les réponses. Cependant, pour le tinkering, tu peux quand même avoir un objectif en tête, mais tu n'es pas vraiment sûr comment est-ce que tu vas te rendre là. Tu vas juste essayer plusieurs différentes choses, puis voir comment est-ce que je vais arriver à cet objectif-là. Donc, souvent, on voit 3 différentes choses. On voit l'assemblage, où est-ce que tu vas suivre directive par directive comment faire quelque chose. La fabrication, où est-ce que tu as une idée comme telle que tu vas planifier. Puis après, le tinkering, mais tu vas essayer différentes choses. Tu n'es pas trop sûr, mais je vais essayer ça, voir où est-ce que ça va m'amener, puis après, je vais essayer telle et telle chose. Cependant, tu pourrais commencer par la fabrication, tu as un plan en tête, tu suis plusieurs différentes étapes, puis là, whoop, tu n'es plus sûr de ce que tu veux faire, puis là, ça se peut que tu vas commencer à faire du tinkering. Okay, mais ça, c'est encore pas clair. Il y a plusieurs auteurs qui vont dire non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai ressenti ce qui était le plus commun chez les auteurs. Mais on voit que dans toutes les multiples définitions qu'on a, les choses qui sont communes qui ressortent au niveau du tinkering sont que c'est une branche de fabrication qui met l'accent sur l'improvisation, l'exploration, l'expérimentation de façon itérative, ou ce qu'ils font essai-erreur pour résoudre des problèmes. Puis je me fais souvent demander la question, mais c'est quoi la différence entre juste essai-erreur et faire du tinkering? Quand je parle du tinkering, c'est vraiment l'essai-erreur par la manipulation.
C'est pas un problème écrit que tu es en train de remplacer le chiffre, je vais essayer avec le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4. Non, c'est vraiment essai-erreur par la manipulation, par le bricolage, par l'improvisation. Puis de plus en plus, au 21e siècle, on voit quand les jeunes font du tinkering qu'ils se servent de plusieurs différents outils et matériaux, que ce soit au niveau technologique, comme des circuits, de la robotique, des Arduino, l'impression. Je sais pas pourquoi j'ai mis 4D, je sais pas où est-ce que le 4 a sorti là, c'est supposé de la 3D, on fait de l'impression 4D apparemment. On voit aussi l'utilisation des matériaux communs comme du plastique, du carton, de la colle, les ciseaux. Mais on peut aussi parler de fabrication virtuelle qu'on a tendance à oublier, donc la création d'un jeu vidéo, la création d'environnements numériques dans comme les environnements de réalité virtuelle. Donc le tinkering peut se produire aussi dans ces environnements-là. Donc on a tendance à penser que c'est pas de la manipulation, mais même la manipulation virtuelle, c'est quand même de la manipulation. Si je ressors tous les termes que j'ai vus qui ont ressorti au niveau du tinkering dans les recherches, on voit les termes suivants. L'apprentissage par l'échec, l'ajustement continu. Donc, on fait quelque chose, ça ne marche pas, mais je vais faire un ajustement, je vais essayer de nouveau, je vais m'ajuster de nouveau. Expérimentation de façon impérative. L'improvisation, essai-erreur, persister pour trouver des solutions. Donc, quand on fait du tinkering, souvent la solution ne va pas arriver tout de suite. Donc, il faut être capable de persister, puis essayer de nouveau. Il n'y a aucune règle prédéterminée. Il faut penser avec ses mains, puis de tester et de retester des idées. Donc, ça, c'est les gros termes quand on parle de c'est quoi le tinkering. Ça, c'est les termes qui ressortent. Par contre, plusieurs auteurs, les autres parlent du tinkering comme si c'était une activité. Ils vont dire les jeunes font une activité de tinkering, au lieu de parler du tinkering comme un processus. Donc, pour eux autres, c'est quand tu crées quelque chose de nouveau de façon improvisée, c'est une activité de tinkering. Donc, dans plusieurs écoles, les enseignants essaient de forcer ça un petit peu. Donc, par exemple, dans leur labo, ils diraient, OK, mais je vous donne des boîtes de carton, de la colle, des ciseaux, faites quelque chose. Allez-y. Puis là, ils vont essayer n'importe quoi. Puis ils vont essayer plusieurs différentes choses. Donc, c'est comme si que l'activité va aller provoquer du tinkering. Puis les autres appellent ça en gros une activité de tinkering. Une des grosses différences qu'on voit dans ces environnements-là, quand je regardais les recherches qui parlaient d'activités de tinkering, c'était surtout des labos où les jeunes n'avaient pas accès à l'Internet. Ils n'avaient pas accès à plusieurs différentes ressources. Il n'y avait pas le choix de faire du tinkering. Si tu as un problème, tu n'as pas le choix de faire ça. Tandis que dans nos labos, on a accès à l'Internet pour aller faire de la recherche pour trouver des solutions. On a accès à des experts. Souvent, il y a des agents pédagogiques dans les écoles pour aider. Donc, dans nos environnements au Nouveau-Brunswick, faire une activité de tinkering comme telle serait un petit peu plus difficile, à moins que tu dises aux jeunes, vous n'avez pas le droit de toucher aucune de ces ressources-là. Il faut juste que vous tinkerez au courant de l'activité. Donc, pour eux autres, une activité de tinkering, une activité où je te donne les ressources puis j'y fais quelque chose. Il faut que ça soit créatif, il faut que ça soit improvisé. Tu ne vas pas suivre les étapes d'un manuel. Tu vas te poser des problèmes que tu veux résoudre. Tu vas te poser des questions. Tu vas articuler les problèmes que tu as rencontrés, puis tester et retester les idées, puis continuer à modifier les choses. Ici, je voyais un exemple d'une activité que j'avais vue en salle de classe. C'était exactement ça. L'enseignante a donné plein de matériel, puis a dit, je veux vous construire un petit auto qui va lancer une balle. Je vous dis pas comment faire, juste trouvez comment faire ça. Allez-y, vous avez plein de matériel, allez-y. Puis là, tous les jeunes ont juste commencé à bordasser avec le matériel. Mais si je mets ça là, mais si je connecte ce fil-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, une activité qui provoquait le tinkering. Ça m'intéresse moins dans le cadre de ma recherche. Moi, je veux vraiment voir le tinkering en tant que processus. Si les jeunes ont un problème, est-ce qu'ils vont se servir du tinkering pour le résoudre? Pour notre méthodologie, mais on a décidé de choisir une approche qualitative interprétative. C'est aussi important de mentionner que puisque je fais une thèse par article, donc la méthodologie générale pour mes 3 articles, c'est au niveau de la théorisation ancrée. Où est-ce que je vois de plus précis, de plus précis. Mais pour cet article ici, comme tel, de façon indépendante, la méthodologie que j'ai choisie est une approche qualitative, interprétative, qu'une méthodologie utilisée surtout en éducation. Donc, on dit dans cette méthodologie-là que le sens attribué à la réalité est vu comme étant construite entre les chercheurs et les participants à l'étude. Que je trouvais ça que c'était vraiment intéressant pour moi pour vraiment comprendre comment est-ce que les jeunes vont résoudre les problèmes, pour vraiment que je sois capable d'interagir avec les jeunes, voir ce qu'ils font, leur questionner pendant le processus, leur observer. Puis dans cette recherche-là, plus que ça avance, plus les compétences recherchées sont spécifiques. Et c'est le contexte qui va venir orienter les résultats. Donc, le contexte comme tel, des labos de fabrication numérique, c'est ça qui va venir aider à orienter mes résultats.
Donc, c'est vraiment fondé sur la création des relations entre les enseignants puis les élèves. Donc, pour moi, il y avait la relation entre moi et les élèves, moi et l'enseignante et les élèves. Donc, je voulais vraiment, à travers les relations, essayer de comprendre les différents processus, d'étudier la réalité des élèves, puis observer, puis interagir avec eux pour voir comment est-ce qu'ils résolvent les problèmes. Donc, les étapes, c'est formulation d'une question de recherche, l'échantillonnage théorique, la collecte de données, l'analyse inductive des données, puis les deux dernières étapes vont se répéter jusqu'à temps qu'il y a vraiment une saturation des données. Donc, la collecte de données, tu vas faire de l'analyse, tu vas retourner à ta collecte, l'analyse, ainsi de suite. Donc, on dit que l'échantillonnage est intentionnel et théorique. Donc, on va choisir des participants qui ont des caractéristiques communes. Ça peut être des groupes qui sont déjà existants ou qui sont formés par le chercheur. Puis, ça dit aussi que la première sélection des participants peut changer. Donc, tu peux inclure d'autres personnes ou d'en enlever en cours de route. Puis, c'est un petit peu ça que moi, j'ai fait. Donc, j'ai pris la caractéristique des jeunes qui utilisent le labo créatif à leur école. Donc, c'est pas tous les jeunes qui vont aller étudier un labo créatif dans les écoles, puis ça peut changer d'une école à l'autre. Certaines écoles, le labo créatif est fait comme un cours comme tel. Les jeunes peuvent s'inscrire à un cours de labo créatif ou ce qu'ils vont faire plusieurs projets, tandis que dans certaines écoles, le labo est là, puis l'enseignant peut décider d'amener les élèves là ou non. Donc, ça se peut qu'il y a des enseignantes qui n'amènent jamais dans la salle de classe là. Donc, moi, je voulais prendre des groupes où ce que l'enseignante utilisait à plusieurs reprises le labo créatif. Donc, que les jeunes sont là à plusieurs reprises. J'ai choisi ces jeunes-là. Puis plus précisément, j'ai juste observé des projets qui touchaient le numérique. Donc, si je voyais des jeunes qui faisaient un projet qui n'avait aucunement rapport avec le numérique, puisque moi, je m'intéresse par la fabrication numérique, je n'ai pas inclus ces jeunes-là. Donc, j'ai formé des groupes que je voulais observer en fonction de la caractéristique qui vont dans les labos créatifs et qu'ils font un projet qui sont en lien avec le numérique. Et vous allez voir que j'ai fait 2 différentes phases de collecte de données où ce que mes participants ont changé en cours de route, que je vais expliquer dans une seconde. Donc, comment j'ai fait de la collecte de données, mais par des entrevues, des observations, puis l'usage du matériel écrit. Donc, ça qui se passe, j'ai fait 2 collectes. Donc, ma première collecte, ce que j'ai décidé de faire, j'ai filmé les élèves pour essayer d'observer comment est-ce qu'ils résolvaient des problèmes. Et pendant le processus, ce que j'ai fait, mais je les ai questionnés sur leur projet puis leur processus de résolution de problèmes. Donc, j'étais en salle de classe en train de les observer avec ma caméra. Puis là, je leur questionnais. Mais que faites-vous? Pourquoi avez-vous fait ça? Mais quel problème est-ce que tu as rencontré? Mais comment est-ce que tu as résolu ce problème-là? Mais qu'est-ce que tu fais tout de suite? Peux-tu me montrer qu'est-ce que tu as fait? Parce que moi, je suis pas là pendant toute la réalisation de leur projet. Je suis juste là pendant certaines visites. Donc, moi, je veux vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. S'ils sont au milieu d'un projet, je veux voir, ben, OK, mais où est-ce qu'ils sont rendus? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi les problèmes qu'ils ont déjà rencontrés? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire tout de suite? Si je vois ils font face à un problème, mais je vais leur poser des questions. Mais c'est quoi ton problème? Comment tu as fait pour le résoudre? Parce que mon but ici, c'est vraiment de comprendre, mais comment est-ce qu'ils sont en train de résoudre les problèmes? Donc, je ne pouvais pas seulement observer. Il fallait que j'aille questionner les jeunes pour vraiment comprendre la nature de la résolution de problèmes. Donc, c'était vraiment à travers l'interaction entre moi et les jeunes que j'ai pu comprendre comment les jeunes résolvaient des problèmes. Mais suite à la première collecte, je me suis aperçu qu'il y avait besoin du questionnement plus pointu. Je me suis posé plus en plus de questions suite à la première collecte des données, puis ça ne répondait pas à ma question de mais c'est quoi la place du tinkering dans le processus de résolution de problèmes? Je me pose encore des questions. Ma question n'était pas répondue, donc j'ai décidé, mais moi, je vais retourner faire une deuxième collecte avec des questions plus pointues. Où ce que je me dis, là, je vais faire des entretiens semi-dirigés avec les élèves et avec l'enseignant. Par contre, le problème, c'était l'année suivante, donc les élèves n'étaient plus là. C'était un différent groupe d'élèves. Donc, je me suis dit, OK, mais je vais prendre la même enseignante pour que je puisse avoir un petit peu de continuité, mais par contre, je vais utiliser un différent groupe d'élèves. Donc, j'ai fait un petit peu un profil juste pour montrer un petit peu un profil des écoles que j'ai visitées. Donc, juste pour faire ça, que je couvrais le contexte général des laboratoires de fabrication numérique au Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai choisi une école francophone et anglophone pour avoir les 2 milieux. Et j'ai utilisé le milieu primaire et secondaire. Donc, francophone, j'ai pris une classe la 5e année. Et anglophone, j'ai pris 11-12e année. Puis, j'ai mis un petit peu le profil de l'école. Donc, pour les francophones, donc c'était une école où l'enseignante amenait les élèves dans les labos créatifs 1 à 2 fois par semaine. Donc, comme j'ai dit, dans l'année 2018-2019, donc j'ai fait des observations et le questionnement. Puis les activités que j'ai observées étaient
l'impression 3D, la programmation de moteurs, de la robotique, des vidéos accélérées des croissances des plantes. Donc, les jeunes avaient mis une petite caméra puis ils voulaient analyser comment est-ce que les plantes pouvaient grandir après une période de temps. Tandis qu'en 2019-2020, mais là, j'ai fait des entretiens semi-dirigés avec les élèves et avec l'enseignante. Puis là, j'ai mis un petit peu les projets que j'ai vus. Donc, des bateaux puis des voitures électriques, des villes faites de matériaux recyclés, la transformation d'un aquarium en un observatoire pour les abeilles. Pour l'école anglophone, donc on peut voir une grosse différence ici. Donc, eux autres, dans l'école anglophone, les jeunes choisissaient le cours de labo créatif. Donc, c'était des jeunes qui avaient choisi ça comme cours comme tel. Donc, ils étaient au laboratoire chaque jour en 2018-2019. Donc, encore une fois, j'ai fait de l'observation et le questionnement. Et ça qui est particulier en 2019-2020, puisque j'ai venu observer au premier semestre, tandis que au lieu du deuxième semestre, ce que les jeunes avaient, il y avait aussi un cours d'entrepreneuriat. Puis ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de combiner le cours d'entrepreneuriat avec leur cours de labo créatif. Donc, n'importe quoi ce qu'ils faisaient dans leur labo, il fallait qu'ils soient capables de le vendre par la suite. Donc, ils étaient en train de créer des produits pour être capables de les vendre. Donc, les autres avaient la chance d'aller au laboratoire 2 fois par jour. Donc, on voit déjà une grosse différence entre les groupes. Donc, on voit que c'est vraiment pas homogène quand on parle d'un labo créatif au niveau Brunswick ou un labo de fabrication numérique, qu'un labo peut être tellement différent d'une école à l'autre. Puis l'expérience des jeunes peut être super différente, que ce soit au primaire ou au secondaire, mais juste la façon que l'école se sert du labo créatif. On voit ici, les autres, ils faisaient beaucoup. On peut voir leur projet, la différence, beaucoup des projets. Donc, on a la sérigraphie, les vêtements personnalisés qui étaient une grosse chose. Donc, parce que les jeunes créaient leur logo, ils allaient en ligne, ils faisaient leur logo, ils faisaient imprimer ça, ils les mettaient sur des chandails, ils travaillaient avec les différentes proportions parce que c'est souvent des produits qu'ils devaient vendre. Donc, des choses qui sont un petit peu plus, j'aimerais dire, innovants. On le voyait un petit peu moins dans les écoles anglophones. C'était souvent le même genre de projet qu'on revoyait. Donc, encore une fois, j'ai exclu les projets qui ne touchaient pas le numérique. Donc, comment j'ai analysé mes données? Mais pour ma première phase de collecte de données, j'ai fait un tableau d'analyse que je me suis inspiré par deux différentes recherches de deux différents auteurs qui ont fait des tableaux d'analyse. Je ne vais pas essayer de prononcer leur nom parce que je vais les maganer. Mais ce que les autres faisaient dans leur tableau, on voyait une description du projet et l'image, les observations, des citations des jeunes, puis les termes qui sont émergents. Puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Je peux peut-être juste aller à la page ici. Mon tableau ressemblait un petit peu comme ça. Donc, je voyais un exemple d'un projet, j'expliquais le projet. Ensuite, je montrais les différentes images du projet, mes observations, les citations. Donc, vous voyez le C, ça, c'est les questions que je posais. Puis ensuite, on a les réponses des jeunes. Puis après, les éléments de la résolution de problème que j'ai observés. Donc, ça, c'est un petit peu comment j'ai analysé les données pour ma première collecte. Tandis que pour ma deuxième collecte, où j'ai fait des entretiens avec les élèves et les enseignants, j'ai fait une analyse thématique. Donc, j'ai transcrit des verbatims que j'ai regroupés dans un tableau. Donc, j'ai regroupé par énoncé, ensuite en thème et en sous-thème. Et j'ai suivi dans les deux une logique inductive modérée. Ça veut dire que notre cadre conceptuel est mis de côté pour laisser émerger les catégories. Le tinkering est quelque chose qui est tellement nouveau puis tellement pas assez connu. Je voulais pas juste me baser sur les conceptions qui sont déjà là. Je voulais mettre ça de côté puis voir qu'est-ce qui va émerger au niveau de la résolution de problèmes quand je parle aux jeunes. Puis après, je vais aller faire un retour au cadre théorique ou même aller continuer mes recherches pour voir ce que mes résultats disent. Mais j'ai mis mon cadre conceptuel de côté pour l'instant pour juste voir mais qu'est-ce qui va émerger sans me faire des conceptions préalables. Donc là, j'ai juste montré un exemple d'un des projets. Donc, il faisait la construction d'un système hydroponique puis aquaponique pour faire pousser les plantes puis nourrir les poissons. Donc, ça que les jeunes avaient dû faire, mais ils ont dû faire de l'impression 3D. Donc, ils ont dû faire plusieurs différents mécanismes. Donc, il y en avait des affaires pour que ça faisait une succion de l'eau pour l'amener en haut. Il fallait qu'il y ait un filtrage qui se passait pour que ça arrive aux plantes, et ainsi de suite. Et en fait, beaucoup, les technologies qui ont surtout utilisées, c'était au niveau de l'impression 3D. Donc, ici, ça que moi j'ai observé, les premières versions ont moins bien imprimé. Donc, ils ont dû ajuster leurs paramètres puis recommencer. Aussi, ça que j'ai vu les jeunes faire beaucoup de recherches. Pour des petites choses qui n'étaient pas nécessairement en lien avec le projet comme tel. Donc, ils disaient, l'imprimante 3D a fait trop de bruit. Je vais aller faire de la recherche pour voir comment est-ce que je peux diminuer le bruit de mon imprimante.
Donc, on voit quand les jeunes travaillent avec les technologies, il y a plusieurs autres problèmes qui peuvent arriver. Donc, ici, on a vu un problème qui était avec l'imprimante comme telle. Donc, pas nécessairement juste en lien avec le projet où il y avait besoin des technologies pour résoudre le problème, mais la technologie comme telle, l'imprimante 3D, aussi amenait plusieurs problèmes. Donc, je peux montrer un exemple ici d'un dialogue que j'ai eu avec des jeunes. Donc, je disais, quand vous avez des problèmes, est-ce que vous essayez de les résoudre vous-même? Et on dit, on ne demande pas à la madame. On fait des recherches sur l'Internet pour qu'ils se virent comme maintenant, ça fait du bruit. Puis on est en train de faire des recherches pour trouver comment arrêter le bruit. La madame, elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment ça fonctionne. On a développé comme une pensée critique. Puis là, on se demande, quand on va commencer, on se demande tout le temps, ça va-tu marcher? Puis ça fait-tu du sens? Ça nous sert à être plus autonome parce qu'au début de l'année, on était toujours comme, madame, on peut-tu faire ça? Maintenant, on fait les choses pas mal tout seul. Les autres ont commencé à construire l'imprimante, on a fait des recherches, puis on a trouvé comment ça marchait. On a fixé les problèmes, comme le bec, il ne marchait plus. On a juste exploré, donc on a essayé plusieurs différentes choses, puis après, ça n'a pas marché, on a fait des recherches. Finalement, c'est parce que ça ne tournait pas, mais c'était juste brisé. Donc après, ils ont été chercher un des experts pédagogiques pour venir leur aider à arranger la machine. Donc le monsieur est arrivé, puis dans 5 minutes, il a trouvé que c'était ça. Puis ils me disent, puis là, on avait un cube qui était tout cassé. Donc, notre deuxième print, il fallait qu'on pèse nous-mêmes sur l'imprimante. Puis là, ça a pris comme 1 heure et demie, puis ça ne fonctionnait pas parce que le filament ne rentrait pas dans le petit moteur. Là, le monsieur est venu, puis il nous a dit c'est en cause le filament ne rentrait pas. Donc, il a arrangé. Donc, ils sont vraiment en train d'expliquer leurs problèmes puis qu'est-ce qui se passe. Il dit, des fois, ça marche juste pas bien, donc on va juste modifier les choses un petit peu. Donc, ça, je pouvais voir là-dedans au niveau de la résolution de problème. Mais ils étaient capables d'identifier leurs problèmes. Donc, les gens se posaient toujours une question, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est quoi le problème? Donc, au lieu de juste commencer à faire plein de choses, les jeunes commençaient toujours par identifier c'était quoi le problème. J'ai vu que dans le passé, mais ils demandaient souvent à l'enseignant, et puis après, ils ont devenu plus autonomes. On a vu qu'il y avait un questionnement continu, donc ils se posaient toujours des questions. Puis, ils essayaient de résoudre le problème par eux-mêmes, puis là, si ça ne marchait pas, ils allaient demander pour de l'aide. Donc, il a testé, tester et retester des choses, mais des fois, ça ne marche pas trop bien, donc on va juste le modifier un petit peu. Donc, des fois, ce qu'il disait, mais ça prend trop de temps à imprimer, mais on va modifier le paramètre, on va réessayer. Non, ça a pris encore trop longtemps, on va le modifier un petit peu encore. Donc, il teste puis il reteste des choses. Il parlait de faire des recherches, puis il parlait de demander de l'aide à un expert. Donc, on a vu plusieurs différents éléments qu'on ressorti là au niveau de la résolution de problèmes. Donc, ça, c'était juste un exemple d'un petit projet puis d'un entretien. Donc, mes tableaux sont. J'ai plusieurs tableaux sur plusieurs différents projets, mais si je synthétise toute l'information que j'ai recueillie, ce qu'on se aperçoit, c'est que les éléments du tinkering étaient présents. Donc, presque tous les projets que j'ai observés, je voyais le tinkering présent à quelque part. Donc, les jeunes bricolaient, qui faisaient des choses de façon improvisée, qui expérimentaient, puis testaient et retestaient des idées. Donc, dans tous les projets, le tinkering était là. Donc, c'est évident que le tinkering fait partie de la démarche de résolution de problèmes pendant la fabrication numérique. Par contre, comme on a vu dans le tableau, c'était pas juste le tinkering qu'on voyait. On voyait que les jeunes étaient capables d'identifier et expliquer leurs problèmes, qu'ils faisaient de la recherche sur l'Internet pour trouver des solutions, qu'ils demandaient à l'enseignant ou à un expert pour leur aider. Donc là, moi, ça m'amenait à le questionnement là. OK, mais c'est quoi la place du tinkering? On voit le tinkering est présent, mais c'est pas juste le tinkering. Donc, un petit peu, j'essaie de mettre mes conceptions erronées de côté, puis pas juste me dire, OK, mais on va juste observer si le tinkering est là. Moi, je me suis laissé ouvert pour voir, mais qu'est-ce qui va émerger? Puis j'ai vu, c'était le tinkering, mais il y avait aussi plusieurs autres choses qui sont émergées. Donc là, ça ne répondait pas à mes questions, mais c'est quoi la place du tinkering dans le processus? Parce qu'on voit qu'il y a du tinkering, mais il y a plusieurs autres choses. Donc, ça m'a amené à poser plusieurs questions. Donc, je me disais, mais est-ce que les jeunes passent la majorité du temps à faire du tinkering ou est-ce qu'ils passent plus de temps à faire d'autres choses? Moi, je suis juste là pour les observer 2-3 fois pendant l'année. Donc, c'est vraiment difficile à voir, mais qu'est-ce qui passe le plus de temps? Est-ce que le tinkering, c'est le processus principal qu'ils vont utiliser? C'est difficile à voir. Est-ce qu'ils font juste du tinkering quand ils ne peuvent pas trouver les réponses ailleurs ou est-ce qu'ils vont commencer à en faire ça? Si que la réponse n'est pas disponible sur l'Internet, c'est un projet qui est vraiment innovant et tu ne peux pas trouver ta réponse sur l'Internet. C'est-tu juste dans le cas de ces projets-là qu'ils vont faire du tinkering ou est-ce qu'ils vont le faire même s'ils pourraient trouver la réponse en ligne? Donc, il y a plusieurs questions que je me suis posées puis je n'avais pas les réponses à ces questions-là. Donc, je me suis dit, il faut que je retourne de nouveau sur le terrain pour être capable de répondre à ces questions-là ou sinon, je ne suis pas capable de répondre à ma question de recherche. Donc, j'ai décidé de faire des questions encore plus pointues pour comprendre quoi la place du tinkering dans ce processus de résolution de problème-là.
Donc, les grosses choses qu'on a ressorties durant ma deuxième collecte, c'était que les jeunes ont tendance à demander de l'aide à l'enseignant aussitôt qu'ils ont un problème. Puis, il y a certains élèves qui vont seulement se servir du tinkering, tandis qu'il y a certains élèves qui préfèrent du tinkering comme dernière option, ou qu'il y en a qui vont faire du tinkering au début. Donc, pour certains élèves, ils vont commencer à tinkerer. « Oh non, je ne trouve pas la réponse à mon problème, peut-être je devrais aller faire de la recherche en ligne. » Tandis qu'il y en a, ils ont épuisé toutes les routes, il n'y a rien qui fonctionne, puis on dit « OK, je ne peux rien trouver en ligne, la madame ne sait pas, je vais faire du tinkering. » Tandis qu'il y en a qui c'est comme « Ah, moi, je suis confiant dans mes habiletés, je vais juste tinkerer tout le long, puis je vais finir par trouver la solution à mon problème. » Donc, on voit que ça peut être différent d'un groupe à l'autre, d'un projet à l'autre. Puis ça qu'on s'apercevait aussi dans la salle de classe, c'est quand les élèves allaient demander à l'enseignant pour l'aide, l'enseignant agissait comme facilitateur. Donc, les enseignants ne voulaient pas juste donner la réponse aux jeunes. Les enseignants encourageaient les jeunes à trouver la réponse eux-mêmes. Donc, même si les jeunes allaient dire « Madame, comment je fais ça? » Mais les enseignants disaient « OK, mais tu irais chercher en ligne. Quoi d'autre que tu pourrais faire? » Donc, les enseignants questionnaient beaucoup pour les ramener vers soit de la recherche ou le tinkering. On s'aperçoit aussi que même si les jeunes auraient pu trouver la réponse à leurs problèmes en ligne, ils avaient tendance à quand même faire du tinkering. Là, j'ai mis juste une citation d'un enseignant de l'école anglophone et francophone. Donc ici, l'enseignant dit « Quand les élèves ont un problème, ils font du tinkering. Et ce que j'essaie de leur apprendre à faire, c'est de la recherche, car le problème aurait pu arriver avant quelqu'un. » L'autre enseignant dit « Quand l'élève tinker, il va souvent causer d'autres problèmes ou ruiner du matériel qui peut faire en sorte que les élèves se découragent. » Donc quand j'ai parlé aux deux enseignants, souvent les autres disaient « On les encourage à ne pas faire du tinkering, à faire de la recherche avant. Puis là, si ils ne trouvent pas la réponse, là, ils peuvent faire du tinkering. » Mais pour certaines choses, disons qu'il y a un problème avec ton imprimante 3D, mais si les jeunes commencent à tinkerer avec la machine, mais ils pourraient finir par ruiner la machine. Des choses comme ton imprimante 3D qui ne marche pas, c'est évident que tu peux trouver la réponse à ça en ligne. Mais je disais, même avec ça, souvent les élèves vont commencer en essayant de le faire par eux-mêmes avant de faire de la recherche, qui était intéressant. Là aussi, vu qu'il y a plusieurs différents facteurs qui vont influencer le rôle, la place que le tinkering va avoir. Donc, un qui était le niveau d'habileté de l'enseignant. Donc, dans les deux écoles, dans l'école anglophone que j'ai visitée, mais l'enseignant était un expert des technologies et les jeunes savaient ça. Ils savaient que l'enseignant était un expert. Donc, il avait tendance à toujours aller voir l'enseignant parce qu'ils savaient que l'enseignant allait avoir la réponse. Donc, souvent, leur premier instinct, c'était je vais aller voir l'enseignant. Puis là, c'est l'enseignant qui leur dirigeait faire de la recherche. Puis si que la recherche, ça ne fonctionnait pas, OK, mais là, il faisait du tinkering. Tandis qu'à l'école francophone, l'enseignante le disait elle-même, puis les élèves savaient. L'enseignante, comme moi, je ne sais pas comment ça marche. J'ai un imprimante 3D, j'ai laissé les jeunes trouver comment ça marchait. Donc là, ils savent l'enseignant n'a pas la réponse. Donc, ils savent qu'il faut qu'ils soient indépendants et qu'ils trouvent la réponse par eux-mêmes. Puis les élèves le disaient toujours, là, puis ils étaient fiers d'eux mêmes. La madame ne sait pas comment ça marche, on veut trouver comment ça marche nous mêmes. Non, non, on a fait nos recherches. Donc, c'est les élèves avaient cette fierté-là de on sait comment le faire. Donc, on peut voir cette différence-là dans. Tu sais, qu'ils savent que l'enseignant est un expert, ils vont avoir tendance à je peux avoir la réponse rapidement en aller voir l'enseignant, tandis que quand ils savent que l'enseignant n'a pas ces compétences-là, là, ils disent OK, il faut qu'on fasse autre chose. Donc, soit qu'ils vont faire du tinkering ou qu'ils vont faire de la recherche en ligne. On a vu que l'expérience des élèves dans le laboratoire avait une grosse influence aussi. Puis ça, j'ai remarqué en comparant les deux groupes, les élèves, ma première année d'observation dans l'école francophone, c'était des élèves que l'année précédente, ils avaient été au labo beaucoup, beaucoup avec leurs enseignants. Tandis que les élèves que j'ai observés ma deuxième année, ça a juste adonné que les élèves dans ces salles de classe-là, l'enseignante a dit, la majorité de ces élèves-là n'ont jamais été dans un labo. Donc, ils n'ont jamais eu d'expérience avec le numérique. Puis l'enseignante me disait, je peux voir la différence. Elle disait, les élèves avec aucune expérience ont tendance à venir directement pour moi. Puis c'est ça que je trouve difficile parce que l'année passée, les élèves avaient compris plus tôt, si j'ai une question, je vais essayer de le répondre en utilisant mes stratégies. Donc, les élèves qui avaient déjà de l'expérience là-dedans, puis qui savaient que l'enseignant ne connaissait pas les réponses, puis qui étaient plus à l'aise avec utiliser l'équipement, mais eux autres avaient tendance à plus soit faire du tinkering ou de la recherche, puis pas aller directement voir l'enseignante. Donc, on voit ici de la différence entre un groupe d'élèves puis l'autre, selon l'expérience dans le laboratoire. Les compétences numériques des élèves avaient une grosse influence. Les élèves qui étaient super à l'aise avec les technologies avaient tendance à vouloir faire du tinkering parce qu'ils se disaient nous, on est forts avec les technologies, on va être capable de trouver comment ça marche nous mêmes. Puis ça que les enseignants remarquaient aussi, c'est ces élèves-là qui avaient plus une facilité avec le numérique, avaient tendance à faire des projets qui étaient plus complexes, plus innovants. Puis avec ces genres de projets-là, souvent, c'est des projets qui n'ont jamais été faits avant, donc la réponse ne se trouve pas en ligne de toute façon.
Donc, les élèves qui avaient des compétences numériques plus élevées avaient plus tendance à tinkerer pour résoudre leurs problèmes. On voyait ici au niveau de la complexité du projet. Donc, les élèves qui ont choisi des projets plus complexes, l'enseignant disait ils sont mieux pour ça. Ils vont essayer de trouver des solutions parce que c'est dans leur nature. Puis, donc, des élèves qui étaient un petit peu moins motivés, des élèves qui sont des élèves qui veulent la réponse à leurs problèmes tout de suite, c'est des élèves qui n'avaient pas tendance à vouloir faire des projets complexes. Les élèves qui avaient tendance à choisir un projet qui était complexe, c'était des élèves qui sont vraiment habiles à résoudre des problèmes, qui sont habiles à trouver des façons de résoudre. Donc, on voyait au niveau de la complexité du projet, on voyait le niveau d'habileté des élèves à trouver des problèmes étaient différents. Donc, ils avaient tendance à faire de la recherche, faire du tinkering. Le degré d'innovation que j'ai parlé avant, donc, c'est que le projet n'a jamais été fait avant, mais tu ne trouveras pas les réponses en ligne. Si c'est quelque chose de complètement innovant, c'est la première chose qui a été faite, mais tu ne vas pas trouver quelqu'un qui a été face au même problème que toi. Tandis que si tu reproduis quelque chose de simple à plusieurs reprises, les problèmes vont disparaître. Donc, on voyait des projets qui étaient un petit peu moins innovants dans certaines écoles, comme on va faire un porte-clés. Mais là, les élèves disaient, OK, ben, on va en faire 30. Une fois que tu es rendu à ton 30e porte-clés, il n'y a plus de problème qui se passe. C'est toujours le même problème, c'est facile à résoudre. Donc, les projets qui étaient un petit peu moins innovants, le problème pouvait se résoudre super simplement. Tu gardes en ligne, tu peux trouver la réponse à ton problème, puis après, là, éventuellement, ton problème va disparaître. Donc, on pouvait voir comment le degré d'innovation pouvait avoir un impact sur comment est-ce que les jeunes vont procéder pour résoudre leurs problèmes. On voit le niveau d'intérêt ou motivation envers le projet. Donc, les élèves moins motivés trouvent des projets simples qui font en sorte qu'ils ont peu de problèmes. Les élèves qui sont moins motivés ont aussi tendance à être les premiers à demander à l'enseignant. Puis, ils ont tendance à créer, les élèves plus motivés vont créer des projets plus complexes. Pour faire du tinkering, les élèves doivent avoir un intérêt pour le projet. On s'est aperçu dans certains projets, surtout dans la deuxième année, que les élèves qui étaient moins motivés, que c'est quelque chose que je n'ai pas observé pendant la première année. Durant la deuxième année d'observation, 2 élèves ont abandonné leur projet. Donc, ils ont dit, on va prendre, on ne sait pas quoi faire. C'est des élèves que j'ai dit, pourquoi avez-vous choisi votre projet comparé à des élèves qui ont dit, mais j'étais super intéressé par ça, je voulais faire ça. J'ai 2 élèves qui ont dit, mais je ne savais pas quoi faire, j'ai choisi ce projet-là. Puis là, ils sont aperçus vite fait, oups, ce projet-là est complexe. Puis après avoir tinkeré une couple de fois, puis pas avoir trouvé la réponse à leur projet, ils ont abandonné. Qui était quelque chose que je n'avais pas remarqué durant ma première collecte de données, qui était abandonner le projet. Donc, on peut avoir des projets où ce que les élèves sont forcés à faire du tinkering, mais si ils ne sont pas motivés ou qui n'ont pas d'intérêt envers ce projet-là, qui ont juste fait ça pour s'en débarrasser, les chansons qu'ils vont abandonner. Et ensuite, l'expérience des élèves à résoudre des problèmes. Donc, les élèves qui sont tellement habitués à résoudre des problèmes, ils sont mieux habiles à résoudre ces problèmes-là. Donc, un des enseignants dit, ceux qui ont suivi des cours où ils devaient résoudre des problèmes, ils essaieront souvent de faire leur mieux pour comprendre ce qui ne va pas. Si les élèves sont habitués à toujours recevoir la réponse rapidement, ils vont avoir tendance à demander pour de l'aide. Puis on voit souvent ça dans notre société, les jeunes veulent avoir la réponse tout de suite, là, puis ils veulent cette validation. Madame, c'est-tu la bonne réponse? C'est-tu la bonne réponse? C'est-tu bien ça? C'est-tu bien ça? Mais ces élèves-là qui sont dans cette mentalité-là, ils ont plus de difficultés. C'est qu'ils ne trouvent pas la réponse tout de suite. Ils font une recherche, ils ne la trouvent pas, ils paniquent. Donc, on voit avec tous ces éléments-là qu'on peut voir que le processus de résolution de problème n'est vraiment pas linéaire ici. Chaque élève peut faire un différent chemin pour résoudre des problèmes. Donc, les grosses choses qu'on s'est aperçues, le tinkering est important dans tous les projets, puis c'est important dans ce monde qui change rapidement. Donc, notre société est de plus en plus innovante avec le numérique qui continue à apparaître dans nos sociétés, le monde qui change rapidement, mais il faut trouver des solutions qui sont créatives pour résoudre ces problèmes-là. Donc, à un moment donné, il va falloir faire du tinkering pour résoudre des problèmes. Le plus que la société devient innovante, le plus qu'il faut que les jeunes trouvent des différentes façons de résoudre des problèmes. La réponse ne va pas toujours être en ligne. J'ai vu que quelle que soit l'école, le projet, le tinkering occupait une place importante en résolution de problèmes. Donc, que ce soit la nature du projet, les jeunes faisaient du tinkering. C'était pas seulement du tinkering qu'ils faisaient, mais on voyait que le tinkering était présent. Puis on a vu que l'importance qui était accordée au tinkering dépendait de plusieurs facteurs. Donc, le niveau de compétence des personnes enseignantes, des élèves, le degré d'expérience dans le laboratoire, la complexité puis le degré d'innovation du projet, puis le niveau de motivation des jeunes. Donc, tous ces facteurs-là peuvent faire en sorte que les jeunes vont faire un différent parcours pour résoudre des problèmes. On s'est aussi aperçu que c'est pas juste le tinkering qui était présent dans le processus de résolution de problèmes, mais il y avait aussi d'autres éléments comme l'identification, l'explication du problème, l'investigation sur l'Internet, demander de l'aide de la personne enseignante ou même des experts. Puis ça, on s'est aperçu en regardant ça que c'est
des choses qui sont similaires avec les composantes de d'autres modèles de résolution de problèmes. Donc, en regardant ça, l'investigation, l'identification du problème, l'explication, mais j'ai remarqué que c'est des choses qui se trouvent dans d'autres modèles de résolution de problèmes. Donc, pour mon troisième article, qui est déjà en cours de route, donc je vais vous montrer juste un petit peu où est-ce que je m'en allais avec ça. Mais ma prochaine étape, c'est de comparer des modèles de résolution de problèmes préexistants avec les résultats qu'on a eus. Donc, les résultats de mon premier article, du deuxième article ici, puis de tous les différents modèles de résolution de problèmes. Donc, des modèles de résolution de problèmes général, des modèles de résolution de problèmes dans les environnements riches en technologie, des modèles de résolution de problèmes en fabrication numérique, de regarder ce qui était fait là, puis de regarder mes résultats pour essayer de faire un modèle hybride. Puis juste pour vous donner un avant-goût du modèle que je suis en train de créer, qui est encore en mode de création. Donc, ça montre ici comment est-ce que le processus de résolution de problèmes est vraiment, vraiment pas linéaire. Donc, mon article va être en anglais, donc le modèle est en anglais, mais ça montre juste ici que les élèves, n'importe quoi ce qu'ils font, ils vont toujours aller à travers du tinkering. Ça se peut qu'ils vont demander pour de l'aide, retourner faire du tinkering. OK, mais on va aller en ligne, que le tinkering est vraiment l'aspect central de la résolution de problèmes. Et c'est ça ma présentation. Ouf, j'ai parlé beaucoup. Bravo, bravo, wow. Ça paraît que c'est un projet